janvier quand même. Alors, donc, une conférence qui va être animée pour une fois, pas par Laurence Gallet, à me faire du bien d'écouter. Donc, voilà, j'ai proposé à Jean-Philippe Carrère, qui va se présenter à la suite, hein, de nous faire une petite conférence pour faire un point, on va dire, sur les différents osmoseurs, hein, excusez-moi, sur les différents systèmes de filtration, puisque c'est toujours la grande question. Tous ceux qui connaissent la bioélectronique, on parle énormément de l'eau. Et donc, chacun comprend l'importance de l'eau pour maintenir la santé. Et à chaque fois, on me pose la question, quel système est le plus efficace, le mieux, éventuellement quelle marque, etc. Donc voilà, Jean-Philippe va passer en revue tous les systèmes qui existent avec leurs caractéristiques. Et puis, voilà, donc vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Et puis à la fin, on refera un point si vous avez besoin. Ça marche? C'est parti. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Mais bonsoir à tous. Alors, je vais partager l'écran que tu m'avais dit de faire tout à l'heure. Vous me dites si ça marche là. J'ai mis le diaporama en route. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Philippe Carrère. Je suis le fondateur des Pieds à la Terre. Je suis très heureux de faire cette conférence pour toi, Laurence, puisqu'on a fait quelques stages ensemble l'année dernière, où on a bien trouvé qu'on était assez complémentaires. Moi, j'ai une approche par rapport aux ondes électromagnétiques, puisque je suis électricien à la base. Et alors, attendez, j'essaie de... Ah voilà, ça y est. Hop, hop, je cherche, excusez-moi, je cherche à changer de page. Je ne sais pas comment faire ça. Ah, c'est bon, ça va doucement. Voilà. Je suis aussi l'inventeur d'une solution de santé que j'ai appelée la solution Elovie, que je vous parlerai très très vite fait à la fin parce que ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais en fait, c'est sur un parcours de plus de 10 ans de recherche sur l'interaction, si vous voulez, des ondes électromagnétiques et de l'eau, que je me suis vraiment intéressé comment ça marche, si vous voulez, cette interaction avec la maladie et des ordres de santé. Et on s'est retrouvé avec Laurence, qui avait une approche de bioélectronique pour vraiment affiner moi mes connaissances, parce que la bioélectronique pour moi est quelque chose de majeur, mais qui reste dans le domaine du physico-chimique. J'ai été beaucoup plus loin, moi, dans l'information pure, où ce n'est pas l'objet de la conférence, on verra ça plus tard, ou dans une autre conférence, sur tout ce qui est mémoire de l'eau et information de l'eau et structuration de la molécule d'eau par rapport justement aux informations électromagnétiques. Mon chemin que j'ai appelé l'électroconscience pendant 10 ans, ce chemin où vraiment j'ai cherché à comprendre cette interaction des courants électriques qui portent l'information et la structuration de l'eau par rapport à cette information. Je m'appuie sur une théorie fondamentale que j'invite beaucoup de personnes à connaître. C'est la théorie de l'information de Claude Shannon, qui en gros nous explique que l'information, comment je peux vous expliquer ça finalement, c'est que l'information est à la base de la structure et de niveau d'organisation d'un système. Et plus on rajoute d'informations dans un système, et plus son organisation va augmenter, comment dirais-je, l'organisation est vachement modifiée, quoi. Donc, il faut faire très attention à ce monde informationnel et surtout à l'information qu'il y a dans l'eau. Quelque chose qui m'avait touché aussi, c'est de Jacques Benveniste qui avait expliqué qu'on n'a pas besoin de la molécule, mais juste de l'information qu'elle contient. C'est-à-dire que l'information peut être matérielle et immatérielle, mais dans cette conférence, je vais me consacrer à l'information matérielle, ça veut dire qui est au point de vue de la molécule. Voilà. Je m'appuie aussi sur le fait que le courant électrique est le véhicule principal de l'information. Ça, c'est quelque chose qu'on peut démontrer facilement. Toute l'information aujourd'hui, même ce que je suis en train de vous dire, passe par l'électricité. Et un principe fondamental de l'eau que j'ai découvert plus tard, qui est un principe de négantropie, qui est l'inverse de l'entropie, en fait, qui tend à donner la forme aux choses, qui est très importante. Et bien évidemment, la bioélectronique de Vincent, qui explique surtout le lien entre la résistivité et le diamagnétisme. C'est-à-dire que plus une eau est résistive, et plus elle va amener un phénomène qu'on appelle le diamagnétisme, et l'inverse qui est la conductivité et le paramagnétisme, c'est-à-dire que plus on est conducteur de l'électricité, et plus notre corps peut devenir aussi paramagnétique, c'est-à-dire qu'il peut être
très sensible à l'environnement extérieur au point de vue électromagnétique naturel et artificiel. Alors, pourquoi filtrer l'eau de boisson? Excusez-moi, moi je pense que ici tout le monde est un peu quand même au courant pourquoi l'eau. C'est-à-dire que l'eau aujourd'hui, moi je ne vais pas rentrer dans ce qu'elle contient. Elle est traitée, elle est très oxydée parce qu'on met du chlore dedans. C'est-à-dire déjà par rapport aux fondamentaux de la bioélectronique, elle n'est pas du tout faite pour la vie, quoi. D'autant plus qu'on y met du chlore pour tuer les bactéries. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui tue la vie plutôt que de la mettre en malheur, quoi. Donc, au point de vue résistivité, l'eau, la plupart des eaux du robinet ou des eaux en bouteille n'est pas bonne. Le RH2, l'oxydoréduction, c'est pareil, c'est des eaux qui sont trop oxydées. Et le pH, pour moi aussi, et pour beaucoup, est légèrement trop alcalin. Après, bon, moi, je m'appuie aussi beaucoup sur la mémoire de l'eau. C'est surtout pour filtrer l'eau, pour la débarrasser de la plupart des informations toxiques qu'elle contient et pour utiliser sa fonction de négantropie, qui est aussi une fonction d'aimant ou de chélation, puisqu'on va utiliser l'eau pour sa fonction de nettoyage. Et ce que disait aussi à l'époque Jean Rousseau ou Louis-Claude Vincent, je ne sais pas si c'est l'un des deux, je ne me rappelle plus, qui disait que l'eau est plus importante pour ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte. Voilà. Mais là, sur cette partie, surtout mémoire de l'eau et information subtile, ça sera l'objet d'une autre conférence. Voilà, ça c'est les rappels que j'avais mis. L'eau est un aliment qui purifie notre organisme. L'eau ne nourrit pas. Voilà. Les minéraux qui se trouvent dans l'eau sont dits inassimilables. Alors là aussi, ils sont non assimilables. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assimilables. Pour nettoyer notre organisme, il faut une eau la plus pure possible. Les valeurs de résistivité ou de conductivité sont directement liées à la charge minérale et aux solides dissous qu'elle contient, parce que là aussi, ce n'est pas que les minéraux qui donnent la résistivité à l'eau, c'est aussi les solides dissous. La résistivité ou la conductivité, c'est ce qui détermine sa pureté, mais surtout, moi, où je veux vraiment vous toucher, c'est que plus une eau est conductrice de l'électricité, plus elle est porteuse d'informations et plus elle capte de l'information dans son environnement. Parce qu'elle accepte que des courants électriques puissent la traverser. Et c'est là tout mon travail où j'ai fait le lien avec l'organisme, notre corps humain, qui plus il est conducteur d'électricité, plus il est traversé par des informations parasites et qui peuvent rentrer en résonance aussi avec des parasites qu'on a dans le corps. Et c'est ce qui crée de l'entropie et du désordre, en fait, de la désorganisation. La conductivité électrique de l'eau se mesure en microsiemens et son contraire, la résistivité, c'est en ohms. Et je vous ai mis un peu plus bas, parce que je vais vous montrer des tableaux tout à l'heure, que 100 microsiemens, ça équivaut à 10 kiloohms. Voilà. Là, je vous ai donné quelques différentes valeurs de l'eau suivant la conductivité et la résistivité. Une eau ultra pure, en théorie, c'est 28 millions d'ohms. C'est énorme. L'eau pure, c'est pareil, 20 millions. L'eau distillée, là aussi on en parlera parce que j'ai bien évolué là-dessus. 500 kiloohms à 2 millions d'ohms, c'est énorme. Vous voyez, plus on descend, l'eau de pluie, qui a une très bonne résistivité, je sais que Jean en faisait la promotion, Jean Rousseau, pourquoi? Parce que c'est une eau qui est assez résistive, et ce qu'on ne trouve pas du tout dans les eaux de robinet ou dans les eaux minérales, très peu. Peut-être les monts Roucou ou des eaux qui sont à des charges minérales très très basses, peut-être. L'eau du robinet, variation possible en UE, c'est de 400 à 10 kiloohms. La moyenne, moi que j'ai mesurée, Laurence pourra me contredire ou infirmer ou confirmer ce que je dis, c'est plus dans les 2000 ohms, entre 1000 et 2000 ohms qu'on trouve un peu partout qu'au-delà de ça. Voilà. Donc, c'est des eaux qui sont, au point de vue conductivité électrique, qui ne sont pas bonnes. Les eaux en bouteille, là, je vous ai mis quelques exemples. Voilà, la Montroucou qui a 30 kiloohms, qui est pas mal. La Montcalm aussi, pour certains qui connaissent. Après, la Volvic, vous avez 5 kg, 5 kiloohms. La Watt-Villers, pareil, 3 kg. Enfin, bon, c'est des eaux. Plus on va vers des eaux minérales, plus elles sont conductrices d'électricité et donc moins elles sont résistives. Là, on va passer sur la conductivité qui est l'inverse. 89 microsiemens, c'est une eau qui est fortement détoxifiante et très nettoyante. Moi, tout mon travail aujourd'hui, c'est d'amener les gens à comprendre que plus ils vont boire une eau pure au quotidien et plus le corps va se détoxifier de lui-même, en fait, se nettoyer. Et donc, c'est aussi l'objet de la conférence. Je vais expliquer pourquoi, aujourd'hui, pour moi, quel est le meilleur moyen pour filtrer l'eau. Après, bon, c'est des valeurs qui sont mises comme ça. Par exemple, jusqu'à 500 microsiemens, ce qui fait à peu près, puisque 100 c'est 10 kg, donc 500 ça fait, c'est très très peu résistif, quoi, en fait.
Voilà. Ici, on est à 89, ça ferait 8 kg, 8000 ohms, un peu plus. Bon, écoutez, moi, excusez-moi, je suis début et je me perds dans les chiffres. C'est 100 microsiemens, ça équivaut à 10 000 ohms. Donc 89, eh bien, ça doit faire 8900, je pense. Alors, l'idéal est de filtrer son eau du robinet et nous allons maintenant voir pourquoi avec différents systèmes. Alors, je parle directement de l'eau du robinet parce que l'eau en bouteille, on ne peut pas maîtriser du tout ce qu'il y a. Et une fois de plus, on fait confiance aux fabricants. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus confiance en personne, encore moins aux fabricants aujourd'hui. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle, la confiance, on peut difficilement la donner à ces gens-là. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de vraiment avoir des systèmes chez soi où on va pouvoir filtrer l'eau et surtout vérifier la qualité de la filtration. Voilà. Alors, il y a 4 ou 5 grandes familles, on va dire. Vous avez tout ce qui est les carafes filtrantes, les filtres sur robinet, les filtres par cavité, les distillateurs, parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui encore malheureusement boivent de l'eau distillée chaque jour. Ça, je dis malheureusement, je vais en parler tout à l'heure. Et après, les systèmes avec membrane à osmose inverse, mais vous allez voir que j'ai découvert, il y a des grosses failles dans ces systèmes à osmose inverse. Et l'eau n'est pas, peut-être au point de vue bioélectronique, certains peuvent tenir leurs promesses, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces appareils. Alors là, c'est un petit rappel sur les échelles de filtration, où on voit que plus on filtre fin et plus on enlève des choses dedans, on va purifier l'eau et quelque part, on va y enlever de l'information. Voilà. Donc, vous pouvez voir au départ, c'est à l'œil nu, on est à 0,1 mm, puis on passe à 10 microns, 1 micron, 0 micron, pour aller jusqu'au nanomètre, puisqu'aujourd'hui, la membrane à osmose inverse, le gros avantage, c'est qu'on peut aller jusqu'au nanomètre, qui est l'échelle des virus. Et donc, on peut vraiment avoir une eau qui est vraiment pure, au point de vue micro-organismes, organismes ou tout ce qui est moléculaire à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment filtrer. Excusez-moi. Alors, ça va. Alors, là aujourd'hui, beaucoup de gens filtrent l'eau avec, c'est bien, c'est la première marche sur la prise de conscience, ou comme j'appelle l'électro-conscience de l'eau, prendre conscience de ce qu'on boit tous les jours. Alors, c'est une solution qui n'est pas chère à l'achat. Ça enlève le mauvais goût parce qu'ils y mettent des cartouches au charbon. Le problème, c'est que ça recycle très vite. Et si vous laissez les charbons les mêmes avec l'eau qui a été purifiée, elle trempe dans tout ce qu'elle a voulu enlever déjà. Donc, ce n'est pas très sain. Pour moi, l'échelle de filtration est très grande. Donc, quand on mesure la résistivité de cette eau, ce n'est pas top. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, une eau du robinet qui a 200 mg par litre ou 250, en sortie, vous allez rester à 200. Vous allez enlever un petit peu, mais ce n'est pas phénoménal au point de vue résistivité. Après, au point de vue oxydation, je pense que ça ne change rien. Moi, je n'ai pas d'appareil de RH2, et comme vous, Laurence peut-être pourra prendre la main tout à l'heure pour m'expliquer si elle a fait des mesures sur de l'eau filtrée. Si vraiment on modifie le RH2, je ne pense pas. Les inconvénients, voilà, c'est ça, c'est que le contenant est en plastique, donc là aussi, il peut y avoir des informations dans le plastique qui ne sont pas top pour nous. Et le coût des cartouches, que je trouve assez élevé, puisque c'est dans les 35 €, je pense, les deux, et il faut changer ça 2 ou 3 fois par mois. Enfin, moi, je trouve assez coûteux. Après, vous avez tout ce qui est filtre Doulton. Enfin, Doulton, c'est la marque, mais il y a plein de filtres qui font ça. Alors, c'est des filtres en céramique. Alors, pareil, c'est des solutions qui sont pas un peu plus chères que la carafe filtrante. Là aussi, l'avantage, c'est que ça neutralise le mauvais goût du robinet parce qu'ils y mettent du charbon, plus de la céramique. Il y a un débit d'eau purifié qui est quand même beaucoup plus important que la carafe filtrante. L'échelle de filtration, pour moi, est beaucoup trop grande aussi, puisqu'on modifie très peu la résistivité de l'eau, surtout une eau du robinet qui est à la base qui est très conductrice. Donc, on n'arrive pas, pour moi, à monter assez en résistivité. Pareil, les cartouches qu'il faut changer souvent et le cours des cartouches qui peut s'avérer, suivant les marques, assez cher quand même. Vous avez le filtre Berkey. Alors, j'ai des amis qui avaient ça, qui m'ont parlé, oui, mais moi, je filtre l'eau avec des filtres Berkey, c'est super, c'est super. Là, par contre, je peux vous dire que j'ai fait des mesures dessus avec un simple TDS. Là aussi, l'objet de la conférence, c'est que chaque personne aujourd'hui ait au moins un TDS pour mesurer l'eau qu'il boit chaque jour, Ça, c'est très peu cher et on peut vérifier la résistivité puisqu'il y a
une conversion entre les ppm, les parties par million dans l'eau et la résistivité. Le filtre Berquet, moi je peux vous dire qu'il ne marche pas. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois chez plusieurs personnes avec des filtres neufs ou des filtres usagés. Vous avez une eau qui rentre à 250, vous attendez une heure parce qu'il faut quand même un moment avant que ça filtre. On prélève l'eau, on regarde, on est à 200. Quoi. Ça veut dire qu'on a enlevé 10%, 15% au point de vue résistif, c'est ce qu'on a pu avoir en gain. Quoi. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bon, là aussi, échelle de filtration, je pense que c'est la céramique et du charbon, donc l'échelle de filtration est trop élevée. Toujours pareil, dans l'objectif d'avoir une eau résistive. Le coût des cartouches, un débit de filtration qui est quand même assez bas, 1,7 litres à l'heure. Bon, voilà, vous remplissez le bac et puis après, il faut attendre longtemps pour avoir de l'eau. Je n'ai pas trouvé ça super. Quoi. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'achèterais, par exemple. Mais comme tous ces appareils, c'est pas cher, c'est quelques centaines d'euros, c'est vraiment, vraiment pas cher. Après, les distillateurs, alors là aussi, à l'achat, c'est pas cher, ça vaut 200 ou 300 euros. Le coût d'entretien, par contre, là-dessus, sur un distillateur est vraiment négligeable. L'inconvénient, par contre, là, c'est qu'on a une eau qui est vraiment trop résistive. On avait fait l'année dernière avec même des essais avec Laurence, puisqu'on montait ça aux gens qui participaient à la formation. On a même la résistivité, on n'arrive pas à la caler. C'est incroyable parce que cette eau est résistive. Le pH est trop acide. Bon, c'est une eau qui est irradiée aussi par l'électricité. Ça, c'est clair, puisque tous les appareils sont électriques. Très peu sont à la terre. Donc, c'est des vidéos que j'avais fait il y a très longtemps où je montrais qu'il y a certaines marques qui ne sont pas à la terre. Donc, vous avez une eau qui est distillée et en plus qui est irradiée en instantané par l'électricité environnante. Quoi. Il y a aussi les problèmes des gaz dissous dans l'eau qui ne sont pas éliminés. C'est-à-dire que si à la base, vous avez des gaz qui sont dissous dans l'eau, eh bien, dans le cycle de distillation, on ne les élimine pas. Voilà. C'est là la grosse différence entre la distillation et l'osmose inverse. On arrive à avoir une eau beaucoup plus pure avec l'osmose, puisqu'on descend à l'échelle des gaz et puisqu'on est au nanomètre, on peut les éliminer. Cet appareil de distillation, c'est à utiliser avec précaution et pour des cures sur quelques jours ou une semaine maximum, parce que vraiment, ça peut enlever beaucoup de minéraux, et les bons comme les mauvais. Voilà. Il faut être assez vigilant par rapport à l'utilisation de ces appareils. Et puis après, un dernier, vous avez, pour moi, ce qui est aujourd'hui, ce qu'on peut faire de mieux au point de vue filtration des molécules, c'est la membrane à osmose inverse. Alors, une membrane à osmose inverse, c'est, voilà, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est une coupe. Et vous voyez, vous avez plusieurs, on appelle ça des films, plusieurs films les uns sur les autres. Et avec la pression, on va aller de plus en plus vers le centre de la membrane. Et c'est là où on est au nanomètre. Vous voyez, on est à 0,001 micron. Et donc, on arrive à éliminer la plupart des toxiques qu'il y a dans l'eau. Voilà. Mais il y a un souci que j'ai découvert et c'est l'objet de cette conférence. Je vais vous en faire part maintenant. Alors, voilà. Avant, Jean-Philippe, oui. Juste avant, Oui. Est-ce que tu pourrais revenir sur la diapo d'avant où tu avais toutes les différentes filtrations Ah oui, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas où il est. Là. Ah. Et si tu veux positionner les deux, trois systèmes que tu as notés, donc la carafe Brita, le Berquet, le distillateur, que les gens puissent voir. Oui, c'est une réflexion qu'on m'avait fait Julien, Sylvain, un ami, qui je pense qui est présent là, et je n'ai pas eu le temps de le faire, je suis désolé. Tous ces appareils-là, on est à peu près ici. Vous voyez, on est au micron, entre 0 et 1 micron et au micron, on est là. Donc on enlève la turbidité, on enlève certaines bactéries, mais on n'est pas du tout au virus ici. Voilà. Et à tout ce qui est sel dissous dans l'eau, ça élimine aucunement tout ce qui est antibiotiques, voilà, tout ce qui est très très petit. Vous voyez, c'est à gauche. Tout ce que je vous ai dit, c'est ici à gauche. Quoi. À partir de l'osmose, on est ici. C'est même pas de la nanofiltration, on est en ultrafiltration. La nanofiltration, je ne sais pas si vous voyez avec la souris, j'essaye de le. Oui, on voit, oui. Voilà. Et donc, il faut qu'on soit ici. Vous voyez là où je mets la souris. Et ça, seule la membrane en osmose inverse nous permet. Donc, tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui peut traîner dans l'eau, comme l'aluminium, entre autres l'aluminium qui est mis dedans. Donc, ça.
Oui, c'est Mais à tous les partir. autres systèmes, voilà, ne le. Voilà. Tous les systèmes avant n'éliminent pas tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est nitrate, tout ce qui est vraiment des choses, enfin, tout ce qui est très très petit, surtout les sels dissous, quoi. Voilà, là, on arrive, tous les minéraux dissous, il n'y a rien, quoi. Il y a les métaux lourds, le calcium, le bicarbonate, enfin, voilà, tout ça, c'est pas éliminé, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, c'est les premières marches quand on vient dans la filtration de l'eau. On commence à prendre conscience que l'eau du robinet n'est pas bonne, donc on a tous fait pareil. Hein. Moi, le premier, au début, euh, j'ai fait comme tout le monde, hein, je faisais confiance, je buvais de l'eau du robinet, quoi. Jusqu'au jour où je suis tombé malade. Enfin, moi, je vous invite à voir mon histoire sur le site Les Pieds à la Terre. Enfin, je ne vais pas vous l'expliquer ce soir, ce n'est pas le but. Mais en fait, moi, mon parcours, ça a été de tomber vraiment malade et de prendre conscience un peu de mes automatismes ou de tout ce que je faisais de façon automatique sans le remettre en cause et qui, en fait, me rendait malade tous les jours. Voilà, c'est un peu ça. Ça va Oui, oui, Laurence. ce qui est important de comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a différentes publicités par rapport à. Je vais mettre la caméra. Il y a différentes publicités par rapport à différents produits, comme le Berquet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un Berquet. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai mesuré en bioélectronique. Oui, J'ai les mêmes paramètres avant, après, voilà. voire pire au niveau du pH, Oui, quand je dis par rapport à de l'eau du robinet. Donc, c'est vrai que d'un point de vue bioélectronique, on n'est pas du tout sur un système de filtration. Par contre, voilà, il faut bien faire la différence, je pense, entre des filtres, des systèmes de filtration et des systèmes d'osmose inverse. Voilà. Et c'est là où on voit, donc c'est vrai que sur cette diapo là, ça serait bien effectivement de positionner Berquet, Britin, Doulton, oui. et puis C'est après les osmoseurs, quoi. c'est Hein, tout au c'est ça. micromètre, en fait. Parce que Ouais. c'est simple, par gravité ou comme ça, on ne peut pas aller beaucoup plus bas, quoi. Après, il faut aller en pression, quoi. Tout Mm, ce qui est par gravité, on ne peut pas aller au-delà du micron, quoi. mm. C'est ça le problème qu'ils Non, mais ont. c'est vrai que c'est important, là, que chacun comprenne quand il achète un système, qu'est-ce qu'il arrive à filtrer avec son système, Exactement, oui. indépendamment du discours du vendeur. Voilà, Voilà. Voilà, c'est ça que je le me but suis de la aperçu. conférence. Hein. Voilà, je me suis aperçu, merci Laurent, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui communiquent sur des produits qui filtrent beaucoup. Mais en fait, quand on mesure, et c'est ce que je demande aux gens, avec un petit TDS à 15 euros, ils peuvent vérifier que l'eau, la résistivité qui est en entrée par rapport à un TDS, on va dire, qui a 200 ou 300 mg par litre, eh bien, ils vont voir qu'à la sortie du Berquet, ça fait pareil, quoi. Mm. Donc pour moi, c'est que du commercial, quoi. Il n'y a pas, au point de vue technique, ça ne tient pas la route, quoi. Alors après, moi, je ne sais pas pourquoi il faut ça. Enfin, voilà. Moi, ça ne me convient pas. Voilà, voilà, tout ce que je vais vous montrer là, c'est tout ce que mon parcours, quoi, de compréhension, mais ça ne me va pas. Voilà. Pour moi, ce n'est pas suffisant, quoi. Voilà. Ok, allez, je te laisse continuer sur les osmoseurs. Donc là, je reviens un peu. Tac, 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 tac. Alors, ma grande découverte, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai inventé un appareil pour inviter les gens à sortir du réseau électrique lorsqu'ils sont surtout vraiment malades, parce qu'il y a une interaction avec l'électricité et le corps humain, et c'est courant induit dans les maisons. Et donc, j'ai compris qu'en fait, c'était par rapport aussi à l'eau de boisson, enfin, l'eau de boisson et l'eau du corps, quoi. Et donc, je me suis mis vraiment à travailler aussi sur l'eau et j'ai commencé à faire un modèle pour l'eau, pour proposer aux gens, à certaines personnes, avec une base d'osmose inverse, mais un débit direct. Parce que, je vous expliquerai tout à l'heure, tous les systèmes à osmose inverse avec des réservoirs, il y a un gros souci, et ce souci, c'est celui que vous avez sous les yeux. Je vous ai fait un graphique où j'ai récupéré des données, où j'ai demandé à certaines de personnes qui sont installées par mon invention, qui me donnent leur relevé le matin quand ils démarrent l'appareil, ils prennent le premier litre. Et vous voyez qu'en fait, le phénomène d'une membrane, le fonctionnement d'une membrane à osmose inverse met à peu près 2 minutes pour être à son service optimum. Ça veut dire que vous démarrez, je vais vous montrer ici sur cette courbe rouge là, c'est Daniel qui est dans le département 66, elle m'a dit, voilà, je démarre par rapport à la veille, j'ai dû démarrer, je devais être à 80 mg par litre, tout en sachant que l'eau d'entrée est à 262 mg par litre, vous l'avez ici. Eh bien, l'afficheur, parce que mes appareils sont avec un afficheur instantané de minéralité, vous avez l'eau qui monte pratiquement jusqu'à 380 mg par litre. Donc, si vous prélevez une eau au robinet, vous allumez l'appareil, et celui-là, c'est un instantané. Vous allumez l'appareil, vous mettez le verre sous le robinet, mais vous allez boire une eau qui a 380 mg par litre. Il faut attendre
pratiquement 2 minutes pour que la membrane se stabilise et arrive ici avec une eau à 13 mg par litre. C'est le maximum que peut donner l'appareil. Donc 13 mg par litre, pour moi, c'est une eau qui est parfaite. Pour moi, alors ça n'engage que moi, là aussi il y a des polémiques, les gens veulent les reminéraliser, pour moi ça ne sert strictement à rien. Vous voulez la reminéraliser, on met juste un grain de sel dans 1 litre d'eau et ça y est, l'eau est reminéralisée, elle a l'information des minéraux et elle est moins pure, on va dire. Donc vous voyez ce problème-là, personne jusqu'à présent ne l'avait, je l'ai nullement trouvé sur Internet, personne n'en parle. Donc vous imaginez que si vous avez un réservoir sur un système à osmose inverse, eh bien, votre réservoir, il est rempli de ça. Alors, comment est masqué le problème? C'est parce qu'ils mettent des toutes petites membranes de 50 gallons ou 75 gallons dans un gros réservoir. Donc, vous avez cette eau qui est diluée. C'est-à-dire que ce phénomène-là existe, mais ce rejet est dilué dans un gros volume d'eau. Donc, ça modifie la résistivité de l'eau. C'est-à-dire que c'est un appareil qui n'est pas super important, super performant. Et en plus, au point de vue informationnel, là bon, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais je suis quand même obligé de vous en parler. C'est-à-dire que vous avez les mêmes informations à l'entrée qu'en sortie. Voilà. Par contre, au point de vue physico-chimique, ben, vous avez un gain, c'est sûr, un gain en résistivité, mais au point de vue informationnel, c'est nul, voilà, c'est neutre. Voilà. Donc, je tenais à vous montrer vraiment ce graphique-là. Alors, suivant, vous voyez les régions de France, il y a des gens de Bretagne, il y a des gens du département 65, 66, 35 ici, 06. Vous voyez, il y a de l'eau, il y a des gens qui ont de l'eau du robinet. Alors tout ça, c'est de l'eau du robinet. Des gens qui ont vraiment des eaux en entrée. Vous voyez ici, Bernard, c'est 70 mg, il est à côté de la montagne, 70 mg par litre d'eau du robinet. C'est très très peu, quoi. D'autres ici, vous voyez, on est à 290 en Bretagne. Donc ça dépend qu'est-ce que vous avez à l'entrée. Voilà. Alors, bon, ça, c'était un peu de texte que j'avais mis. Cet fonctionnement réel d'une membrane, alors ça a été fait avec une membrane de 400 gallons, qui est assez grosse quand même. On voit qu'il faut pratiquement 3 minutes pour avoir une eau qui est au maximum de sa purification. Alors, je précise que la taille de la membrane n'a aucune incidence, si vous voulez, sur le phénomène que j'ai montré en cloche. Ces relevés ont tous été réalisés dans les mêmes conditions, le matin lors du premier soutirage d'eau, pour essayer d'avoir le temps le plus long, si vous voulez, d'arrêt, parce que ce phénomène de relargage, si vous voulez, on appelle ça des eaux de perméa, c'est un mélange qui se fait entre l'eau du perméa et les eaux qu'on appelle ça filtrées, à chaque cycle d'arrêt. C'est-à-dire qu'une membrane osmotique, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit sous pression. Mais dès qu'on arrête le système, la pression dans la membrane s'enlève, et c'est là qu'il y a ce relargage d'eau. Voilà. Et qui pour moi est un gros problème parce que, enfin, on verra plus tard, mais c'est pas abouti. Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Alors pour moi, bien sûr, au point de vue résistivité, oxydoréduction et pH, c'est l'osmose inverse. Ça, c'est sûr, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et il existe deux grandes familles sur l'osmose inverse. C'est les osmoses inverses dites à débit direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve d'eau. Vous rentrez avec l'eau du robinet d'un côté et instantanément, elle est purifiée, avec toujours cette idée qu'il faut 3 minutes pour que l'eau arrive à son taux le plus bas. Et après, il y a l'autre système, c'est un système à réserve d'eau. C'est-à-dire que vous avez un réservoir. Et il y a deux systèmes avec réservoir, c'est avec pompe booster ou sans pompe booster. Voilà. Alors, l'avantage d'un osmoseur à débit direct, c'est que l'eau est filtrée en instantané. Donc, vous n'avez pas de réinformation due à l'eau de stockage. Parce que quand l'eau est stockée, automatiquement, elle veut reprendre de l'information autour. Donc, il y a des choses que je vous expliquerai tout à l'heure, pour faire attention à ça. Il y a la possibilité de prélever l'eau après la mise en charge de la membrane si un contrôleur en sortie. C'est pour ça que là aussi, il faudrait que tous les appareils, comme celui qui est en photo ici, vous voyez, il a un contrôleur de minéralité en sortie. Comme ça, vous voyez que dès qu'il démarre, l'eau, la minéralité est très haute. Et puis au bout de quelques secondes, voire une minute, elle descend au maximum de la capacité de l'appareil. Et c'est là que vous la prélevez. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut laisser couler l'eau de 2 à 3 minutes avant de la prélever. Alors cette eau qui coule au robinet, vous pouvez la récolter pour faire la vaisselle après ou pour, je sais pas, la mettre dans les plantes. Les plantes peuvent la prendre. Bon, elles ont l'habitude d'avoir des eaux un peu polluées.
Il y a un rapport de rejet qui peut être assez important, parce que là aussi, dans ces systèmes en osmose inverse, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais il y a toujours un ratio entre la quantité d'eau filtrée et purifiée et la quantité d'eau rejetée, parce qu'on ne peut pas mettre 100% de l'eau dedans, hein, ça ne marche pas comme un filtre standard, quoi. Il faut toujours une partie qui va dans la membrane et une partie qui est rejetée à côté. Donc, il faut faire attention par rapport aux fabricants, le taux de rejet, parce qu'il y en a qui peuvent aller bien plus que 1 pour 5. Le gros problème que j'ai soulevé moi, c'est qu'il n'y en a aucun aujourd'hui qui est protégé des champs électromagnétiques. Donc l'eau, quand elle est purifiée, mais de suite, elle va se charger des informations environnementales. C'est là tout l'objet de mon travail. Donc cette eau est irradiée directement par les champs électromagnétiques, souvent par une pompe booster qui n'est pas mise à la terre, parce qu'il y a une méconnaissance totale de ce problème, que l'eau se structure par rapport aux champs électriques. Ben, ça, c'est un peu ma conscience à moi, puisque je suis électricien et je suis venu des champs électromagnétiques. Et donc, pour moi, c'est une évidence que voilà, il y a beaucoup d'êtres électrosensibles. Et si nous sommes électrosensibles, c'est parce qu'on a cette sensibilité aux ondes et parce que nous sommes faits à plus de 99% d'eau en termes de quantité de molécules d'eau. Ça, je rentrerai là-dedans plus tard. Donc, il y a une méconnaissance, si vous voulez, de l'interaction des champs électromagnétiques sur les appareils. Donc, ils utilisent l'électricité sans blindage. Enfin, voilà. Il y a un faible débit au robinet de puisage. Ça, on filtre à l'instantané, mais on peut avoir maximum 1 litre minute, donc ce n'est pas très rapide. En principe, il n'y a pas de contrôleur, de résistivité en sortie. Il y a une préfiltration qui pour moi est beaucoup trop haute, elle est à 25 microns, donc ça peut user prématurément les membranes qui sont assez chères, surtout quand on a aujourd'hui des réseaux d'eau qui sont des réseaux d'adduction d'eau potable qui sont très vieillissants et il y a beaucoup de rouille, enfin, il y a beaucoup de turbidités qui y sont et donc ça peut boucher très vite. Et le gros problème aussi, c'est que c'est des appareils où il n'y a pas de dynamisation, il n'y a pas de restructuration de l'eau. Voilà, c'est une eau qui est pour moi, voilà, et c'est pas abouti, ça n'a pas été complètement fini, mais ça serait une autre conférence, rien que sur la dynamisation de l'eau. Après, il y a l'autre système, c'est les systèmes traditionnels qu'on trouve un peu partout, pas très cher, c'est des osmoses inverses dits à réserve d'eau sans pompe booster. Alors l'avantage, c'est que vous avez quand même un débit assez important au robinet parce que comme l'eau purifiée, elle est mise sous pression dans un réservoir, mais dès que vous ouvrez le réservoir, elle arrive en pression, donc vous avez, c'est assez rapide de remplir une bouteille de litre. Il y a des réservoirs qui sont de 5 à 10 litres d'eau, voire plus, parce que sur le problème que je vous ai dit de rejet de ce perméat et de ce concentrat dans le ballon, la plupart des fabricants vont mettre des gros réservoirs pour masquer ça. L'eau est polluée par la perte de pression de la membrane, c'est ce que je vous disais. La plupart ne sont pas non plus protégés des champs électromagnétiques environnants. Donc, quand on sait que la plupart se mettent sous les éviers, vous avez souvent un câble électrique qui va alimenter la machine à laver, la vaisselle ou comme ça. Donc, vous avez une eau, dès qu'elle perd sa mémoire, qu'elle est purifiée, qu'elle veut revenir à un état de forte négantropie, elle va se charger de toutes ces informations parasites. Et donc, vu quand vous buvez cette eau, elle est déjà informée par tous ces parasites. Il y a aussi le problème de la vanne shut-off. Alors ça, c'est assez technique. Les vannes shut-off, c'est dès que la pression dans le réservoir, elle chute, c'est-à-dire que vous avez prélevé un verre d'eau, elle va de suite autoriser la membrane à re-remplir le réservoir. Et c'est là, par rapport à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'il y a le problème, c'est que de suite, elle va re-remplir le réservoir avec ce mélange de concentrat et de perméat qui est pour moi qui n'est pas de la bonne eau, qui est certainement pas de la bonne eau. Voilà, c'est pour ça que ces appareils-là devraient être utilisés jamais ouvert et la plupart des gens ne le font pas. C'est pour ça que je dis acheter vraiment un TDS et vérifier la qualité d'eau qui sort de votre appareil. Parce que plus vous allez utiliser cet appareil ouvert, c'est-à-dire comme on a tous l'habitude, hein, c'est on va prendre un verre d'eau quand on a soif, et bien là, plus la membrane dans la journée va relâcher ces cycles de mélange viciés, et plus vous allez avoir une eau à l'intérieur qui n'est pas bonne. Voilà. Il faudrait prélever 1 à 2 litres à chaque fois minimum. Alors là, il y a des rapports d'eau de rejet qui sont phénoménaux, qui peuvent aller de 1 à 10, parce que là aussi, la plupart des fabricants disent c'est de 1 pour 3, ça fait plaisir, 1 pour 3 ou 1 pour 4, mais c'est toujours à contre-pression nulle. C'est-à-dire que la membrane, vous ne mettez pas le réservoir, et on peut vérifier que vous avez un débit de 1 d'eau purifiée en sortie d'osmose, et un débit de 3 ou de 4 dans le rejet. Mais dès que la membrane va se retrouver à pousser dans un réservoir, il y a une contre-pression qui s'exerce, et alors là, il peut y avoir beaucoup plus d'eau rejetée. Voilà.
Il y a Sylvain ici, je pense qu'il me regarde, qui pourra en témoigner, puisqu'on avait fait des essais avec lui là-dessus. Donc, on a bien pu le voir. Là aussi, préfiltration à 25 microns, et puis c'est des appareils aussi où vous n'avez pas de dynamisation ni de restructuration de l'eau. Après, vous avez la même chose, mais avec une pompe booster, parce que si vous voulez remplir plus vite le réservoir, on peut mettre une pompe booster, et donc dès que le réservoir est vide, au lieu d'attendre 2 ou 3 heures ou 4 heures pour que le réservoir se remplisse, on peut limiter ce temps de recharge en mettant une pompe booster. Mais alors là, c'est tous les problèmes que je vous ai dit juste avec l'autre, mais en plus des problèmes électromagnétiques qui sont dus à l'utilisation de l'électricité sans cette compréhension des champs électromagnétiques qui peuvent irradier l'eau produite, puisqu'en plus, bien souvent, vous voyez comme sur la photo, vous avez ces pompes qui sont mises juste à côté de la membrane osmotique. Et donc là, c'est vraiment, voilà, quand on a cette sensibilité électromagnétique, on se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut fabriquer des choses pareilles, quoi. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est très courant, quoi. Et les gens ont ça chez eux. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre aussi qu'il n'y a pas de phénomène, comment dirais-je, de gens qui se disent, oh là là, ça y est, je me suis guéri rien qu'en buvant de l'eau avec mon osmoseur. Voilà. On n'a pas ça encore assez, quoi. C'est des appareils qui doivent être vidés chaque semaine parce que l'eau qui est viciée dans le réservoir par ces cycles-là que je vous ai montré tout à l'heure de relargage de la membrane, il faut qu'il soit lavé assez souvent. Pareil, il ne faudrait pas qu'il soit utilisé du tout au verre. Il faudrait prélever au moins 1 litre à chaque fois. La plupart ont des préfiltrations qui pour moi aussi sont trop élevées, c'est 25 microns, voire plus. Donc on a des cartouches, bien souvent c'est des cartouches qui sont non rechargeables, ça veut dire qu'il faut enlever les cartouches, les jeter et changer les cartouches. Ça aussi c'est un problème, il faudrait ne changer que le contenu. Et puis il n'y a pas de dynamisation de l'eau, il n'y a pas de restructuration de l'eau non plus. Voilà. Donc, conclusion pour si vous voulez, je vais regarder un peu si j'ai rien oublié, parce que je vais revenir, si vous voulez, sur ce phénomène-là, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas dû comprendre comment ça marche. Voilà. Pour vous réexpliquer comment fonctionne une membrane à osmose inverse, c'est que lorsqu'elle a atteint la charge, on dit c'est le temps de mise en charge d'une membrane osmotique, vous voyez, et ça prend 2 à 3 minutes. Pendant tout ce temps-là, il faudrait que l'eau qu'elle produit en sortie ne soit pas prélevée. Voilà. C'est pour ça que l'avantage d'un appareil à débit direct, à osmose inverse, eh bien, vous laissez couler l'eau au robinet. Et si vous avez un afficheur que moi je préconise dans tous ces appareils, vous attendez qu'il est descendu et que l'eau se soit stabilisée. Et là, vous la prélevez, vous remplissez une bouteille avec ou vous la buvez. Et c'est pour ça que le système à osmose inverse ne devrait pas être utilisé avec des réserves d'eau. Voilà. Et c'est l'objet de mon invention. J'ai inventé un appareil qui prend en considération ça et qui, avec des électrovannes et un relais temporisé, va rejeter cette eau. À chaque fois qu'on va utiliser la membrane, et bien, pendant 2 à 3 minutes, l'eau va être rejetée avant d'être mise dans un réservoir. Voilà. Et ça fait l'objet de mon dernier brevet. Parce que je suis aussi fabricant, inventeur d'appareils, voilà, de traitement d'eau. Et qui ont fait l'objet de trois brevets. Voilà. Alors, la conclusion, c'est surtout d'acheter un TDS pour mesurer son eau régulièrement, quel que soit le mode de filtration que vous avez ou les appareils que vous avez achetés. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, contrôlez l'eau que vous filtrez, que ce soit avec un Berkeley, avec une carafe, avec tout ce que vous voulez. Au niveau de la BEV, et des caractéristiques physico-chimiques, pour une eau de boisson, la résistivité, le pH et le RH2, l'osmoseur, est la meilleure solution. Ça, c'est sûr. Par contre, au niveau mémoire de l'eau, si on va aller plus loin et comprendre comment se restructurent les molécules d'eau par rapport à l'information, c'est loin d'être suffisant. Et c'est pour ça que moi, j'ai inventé un appareil qui est complètement blindé aux ondes, qui prend cette dimension-là, qui restructure l'eau, qui la redynamise. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre conférence. Si vous voulez des renseignements, il y a un site qui a été fait et qui reprend mes appareils, ça s'appelle le site elovi.fr. Voilà, je vais faire une présentation officielle de ces appareils dans les semaines qui viennent. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Est-ce que je vous parle de l'appareil vite fait ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez faire les questions? Je ne sais pas, Laurence, si
Si j'explique vite fait qu'est-ce que j'ai inventé ou pas. Le Alors, ben, second, chacun peut s'exprimer. voilà, celui que tu as vu, c'est celui-là. Et puis le dernier que j'ai inventé avec ce système que je t'ai dit au téléphone, le système CEPI, pour éviter que l'eau cette eau viciée qui est à l'intérieur de la membrane pendant les cycles d'arrêt aille directement remplir le réservoir, quoi. Voilà. Et ça, c'est le système blindé à débit direct, avec la fissure en sortie, l'eau vortexée, enfin, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que Jean-Philippe revienne sur des explications? J'ai été peut-être trop vite, oui, n'hésitez pas à me poser des questions. Ben moi, merci, parce qu'il se trouve que j'ai le Berquet, une fontaine à osmose inverse indépendante et un appareil sous évier et avec réserve. Alors par contre, je ne sais pas s'il a booster ou non. Je ne me suis jamais posé la question s'il avait une pompe booster. Et j'avais fait des mesures de BEV et effectivement, j'ai constaté ce que tu viens de dire, Jean-Philippe. Par contre, j'avais jamais eu l'idée de faire des mesures au tout début de la filtration. Donc là, c'est une vraie découverte de voir ce phénomène de relargage. Oui. Ça m'interpelle beaucoup. Voilà. Oui. Et alors, c'est un phénomène que j'ai découvert après, parce que moi, voilà, ça fait, je ne veux pas choquer personne, mais moi, le confinement m'a fait beaucoup de bien. Voilà. J'ai pu me mettre à bûcher, à faire des montages, à faire des prototypes, à faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je me suis aperçu du phénomène, quoi, à force de chercher le pourquoi du comment, quoi. Voilà. C'est très connu dans l'industrie, ce phénomène, parce qu'ils mettent des résistimètres de contrôle dans les hôpitaux, dans les laboratoires. J'ai eu le fabricant, mon fournisseur, qui m'a bien. Je me suis même un peu fâché parce qu'il m'a dit: oui, monsieur Carrel, ce que vous faites, c'est connu dans la profession. Et j'ai dit: mais pourquoi c'est pas dit pour le particulier alors? Ah, mais parce que c'est pas dit. Voilà. Ça veut dire que pour un usage professionnel et industriel, ce phénomène est parfaitement connu, donc il faut le gérer avec des électrovannes, avec tout un système, c'est de l'électrotechnique en fait. Mais pour le particulier, c'est bon. Voilà. Et donc, moi, ça m'a vraiment choqué, si vous voulez. Donc, comme je suis électrotechnicien, j'ai inventé quelque chose qui fait ça automatiquement, quoi. Voilà. Parce que ce n'est pas normal qu'un appareil comme ça relargue de l'information parasite de par son fonctionnement. J'imagine que tout ce qui est osmoseur, réserve d'eau, alors que ce soit du direct ou à réserve d'eau avec ou sans pompe booster, il n'y en a aucun qui est à la terre. Je n'en connais pas. J'en connais certains qui, alors vous avez des fois certains ont des transfos qui sont mis à la terre, le secondaire est mis à la terre, mais par contre le câble d'alimentation n'est pas à la terre. Ben oui, c'est bien ce qui me semble. Donc voilà, si vous voulez, il y a une méconnaissance complète du phénomène. C'est l'objet de mes brevets de surtout blinder les appareils de filtration de l'eau, surtout quand on va travailler si bas. Parce que l'eau, le but de l'eau, c'est au-delà d'abord cet aspect physico-chimique qu'il faut, c'est sûr, il la faut la plus vierge à l'information. Parce que comme l'eau, elle ne peut pas rester vierge d'information, elle va capter de l'information dans son environnement. Donc c'est ce qu'on veut pour moi, pour essayer de détoxifier mon corps, ce que j'ai compris, c'est de boire une eau dont ce phénomène est optimisé. Et donc, il faut surtout la protéger des champs électromagnétiques environnants. Sinon, elle s'est déjà structurée. Elle s'est structurée par rapport à cette information-là. Et notre corps doit trier ces informations. Pour moi, il y a autre chose à faire, quoi. Voilà. C'était tout l'objet de ma réflexion et du pourquoi j'ai inventé ces appareils. Voilà. Oui, question? Oui. Oui. Concernant le système osmose inverse, moi, ce qui me gêne avec ce système, c'est surtout la quantité d'eau qui n'est pas utilisée. Vous dites tout à l'heure qu'on peut l'utiliser pour arroser les plantes ou autres, mais bon, ça me gêne quand même de devoir laisser couler l'eau du robinet lorsqu'on utilise ce système d'osmose inverse. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre système qui pourrait être plus intéressant? Alors, pour moi, c'est le meilleur système. Après, l'eau, elle est récupérée. J'ai fait beaucoup de choses. On la récupère pour la mettre dans les WC, pour la mettre dans la machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge, mais c'est quelque chose qui vient après. Vous voyez, là, je parle de l'eau de boisson.
d'un système pour avoir une eau la plus pure possible. Après, cette histoire de rejet, aujourd'hui, la plupart des fabricants vous disent on la met à l'égout. Moi, je vous dis, voilà, ce qui se fait traditionnellement, c'est la mettre à l'égout. Mais moi, j'ai exactement la même fibre que vous. Cette eau, je la récupère. Voilà. Donc, on a tout un système avec une eau pour récupérer cette eau, la remettre en pression et la remettre dans le réseau des toilettes, de la machine à laver, la vaisselle. On peut la récupérer avec de l'eau de pluie qu'on récupère, la refaire passer dans l'osmoseur. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Oui, c'est des choses que j'explique aux gens comment le faire, quoi. C'est vraiment parce qu'on est des passionnés, quoi. Mais sinon, vous avez raison, cette eau, c'est dommage qu'on la jette, mais on peut la réutiliser. Mais c'est pareil, après, il faut voir le coût, quoi. Oui, c'est 200 € par là de plus, 300 € de plus par là. Après, il faut oui. Mais sinon, là, avec un ami qui se reconnaîtra, qui je pense qui est dans le chat, je ne sais pas, tu pourras parler Sylvain si tu veux. Si tu es là, je ne sais pas si tu es là, il a eu l'idée de récupérer l'eau avec un réservoir d'eau de pluie qu'il a mis à l'intérieur, où on a le rejet de l'osmoseur qui est là, et l'eau est récupérée et renvoyée dans une toilette. Avec une pompe, il a retiré un tuyau jusqu'aux toilettes par le plafond qui est en placo, si vous voulez, avec une double chasse, avec un flotteur électrique, avec un contact électrique qui met la pompe en route. Donc toute cette eau est récupérée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler d'eau de rejet, si vous voulez, parce que c'est quand même une utilisation dans les toilettes, elle va très bien cette eau, vous voyez. Il faut être beau bricoleur pour pouvoir donc voilà, c'est quelque chose qu'on va récupérer. Je pense que c'est quelque chose que je proposerai plus tard, un système complet. Là aujourd'hui, ça se fait comme ça, voilà, comment dirais-je, du bouche à oreille, parce qu'on est des passionnés, si vous voulez. Mais bon, c'est quelque chose qu'il va falloir proposer, oui, je pense un jour. Et donc votre système là, donc c'est simplement donc la première étape filtration. Et vous disiez que il y aurait donc vous aurez inventé un système qui permettrait également de pouvoir dynamiser cette eau. L'eau à l'intérieur, elle est restructurée. Alors, moi, je ne vais pas trop en parler parce que c'est l'objet du brevet à l'intérieur. Elle est restructurée et la dynamisation se fait par vortex directement en sortie du robinet. Ça, c'est quelque chose de standard aujourd'hui. On peut trouver des vortex qui se mettent au bout du robinet. Et moi, mon appareil est livré avec ça. Parce que pour moi, on ne peut pas boire une eau qui n'est pas redynamisée. Voilà. Il faut lui redonner de la vie, de la puissance. Voilà. Et donc, voilà. Mais après, la restructuration de l'eau se fait avec des cristaux et autre chose. Voilà. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il y a autre chose. Voilà. Et donc, vous avez une eau structurée. Et enfin, je vois Laurent sourire. Parce que, merci à Laurence, je le dis là, parce que ça me tient à cœur vraiment. C'est grâce à elle que j'ai vu toute l'utilité de l'information qu'on peut mettre dans l'eau, puisque c'est quelque chose qu'on avait fait ensemble sur son invitation il y a quelques années à Noirmoutier là-bas. Et on avait pu voir vraiment l'efficacité d'une eau informée, puisqu'on avait on avait été loin en bioélectronique derrière pour voir quand un appareil est blindé aux ondes et qu'il vraiment il prend toute cette dimension-là, quand l'eau vraiment vous lui donnez l'information au moment où il faut, il y a un effet sur la physiologie. Et merci Laurence, parce que grâce à toi, on a pu le constater. Et la vingtaine de personnes qui étaient là aussi. Je vais te passer la main si tu veux en parler un peu ou pas. Mais enfin, merci parce que là, j'ai vraiment vu comment ça pouvait fonctionner. Ce que je peux répondre par rapport au rejet de l'eau, je comprends que c'est embêtant. Personne n'aime gaspiller l'eau. Maintenant, c'est parce qu'on nous met à disposition une eau qui est polluée. Et donc, on est obligé de la nettoyer. C'est comme le poireau ou la carotte qu'on enlève du potager. On est obligé de gaspiller un petit peu d'eau pour la nettoyer, pour pouvoir la manger. Donc, moi, je disais souvent, je prépare mon eau. Au jour d'aujourd'hui, je prépare mon eau comme je prépare à manger. Voilà. Donc, je la nettoie et je la dynamise pour pouvoir la consommer. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dirais l'idéal, ça serait de vivre à côté d'une source propre. Oui, bien sûr. Et en plus, avec une cascade. Parce que si on veut de la bonne eau dynamisée, il faudrait pouvoir prendre de l'eau propre, de source, et sous une cascade. Et là, on a une eau parfaite, on n'a pas besoin de système. Au jour d'aujourd'hui, on met tellement de choses dans l'eau, parce que là, on parle d'une eau, comment dire, l'eau du robinet, on dit qu'elle est potable. Potable, ça veut juste dire qu'on peut la rejeter dans l'environnement. Ça veut dire ça, potable. Ça ne veut pas dire qu'elle est biocompatible.
Et quand on sait tout ce qu'ils mettent, parce que là, moi j'ai appris ça il y a pas très très longtemps, hein, ils mettent donc le chlore, on savait, l'aluminium, on sait qu'ils en mettent. Ils mettent aussi de la soude caustique, hein, pour l'alcaliniser, pour protéger les tuyaux. Donc ça, plus tout ce qu'ils disent pas, on sait bien, tout ce qui traîne dans l'eau, les résidus de médicaments, d'hormones et tout, ben, on ne peut plus boire cette eau-là. On ne peut plus. Non. Donc on est obligé de la laver. C'est comme si on était obligé de la laver, quoi. Bah oui. Donc c'est dommage, je suis d'accord, mais Mais après, hein, il existe quand même sur le marché aujourd'hui, en dehors du système osmose inverse, des systèmes des centrales de purification d'eau qui permettent donc de pouvoir filtrer et dynamiser et sans avoir donc justement cette perte d'eau lors du traitement. oui, mais est-ce que vous avez des mesures avant-après? Est-ce Est-ce que vous avez des mesures de conductivité ou de résistivité? Ah bah ça. Ah ben, il est là le problème. C'est ce qu'a montré Jean-Philippe avant. C'est comme la qualité d'eau de sortie, parce que tout se fait aujourd'hui. Il y a tout qui se fait aujourd'hui. Mais quelle est la qualité en termes bioélectroniques de l'eau sortie, quoi? Bah pour ça, il faut disposer des instruments de mesure et puis de pouvoir interpréter. Et ça, on ne dispose pas. Donc, mais juste aujourd'hui, Jean-Philippe, oui, le petit TDS, un petit TDS. voilà. Un petit TDS, voilà. Comme tu dis, Aujourd'hui, ce qui filtre le plus bas dans l'échelle, ou le plus haut dans l'échelle de filtration, qui enlève le plus de sol, c'est l'osmose inverse. Et toutes les membranes à osmose inverse ont un débit d'eau de rejet. Alors, cette eau de rejet, on peut, dans des applications industrielles, parce que je suis appelé aussi pour réfléchir sur les applications industrielles, aujourd'hui, je suis en train de faire des montages pour ça, on refait repasser l'eau de rejet, une partie dans la membrane. Vous voyez, pour les systèmes domestiques, ça ne se fait pas parce que ça colmate trop vite les membranes. Mais en industriel, il y a des systèmes où cette eau de rejet repasse par la membrane. Bon, après, on lave la membrane. Tout ça, c'est géré pour minimiser, si vous voulez, cette eau de rejet, quoi. Mais il faut aujourd'hui en France, il faut quand même relativiser cette eau de rejet. Le mètre cube d'eau, c'est 5 € par an. Donc, quand vous avez jeté 3 ou 4 mètres cubes d'eau dans l'année par rapport à un osmoseur domestique, vous avez vraiment rejeté beaucoup et vous avez rejeté 20 €. Voilà. Et aujourd'hui, 20 €, vous ne faites pas grand-chose avec 20 €, quoi. Donc, moi, pour 20 €, je vous dis, c'est un faux problème. C'est pour ça que moi, je fais avec des amis et des passionnés des systèmes pour qu'on récupère l'eau, on la met dans les WC. Mais là, il ne faut plus du tout parler de retour sur investissement, quoi. C'est on jette de l'argent pour se faire plaisir. Hein. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on fait, quoi, hein. Parce qu'il n'y aura jamais de retour sur investissement sur une pompe qui va récupérer l'eau de rejet d'un osmoseur pour le renvoyer au WC. Ça ne se sera jamais amorti. Non, c'est plus pour la conscience. C'est plus pour nous faire plaisir, si vous voulez, et puis aller au bout du bout, quoi. Voilà. Merci. Voilà. Merci Jean-Philippe pour la présentation. Je n'ai pas bien vu votre schéma. Il y a un réservoir dans votre dispositif ou pas? Alors, j'ai deux systèmes. Ouais. Le premier que j'ai inventé, c'est celui-là, qui fait l'objet de brevets. C'est un débit direct. Il n'y a pas de réserve. Alors, quelle est la pression pour que le vortex fonctionne correctement? Alors, ce n'est pas la pression, c'est le débit. C'est celui-là, là, c'est le Piccolo en allemand, c'est 1 litre, je crois que c'est 1 litre minute. 0,8 à 1 litre minute. Oui, originel, j'avais fait quelques tests. Je ne me suis pas présenté, Benoît Saint-Giron. Ah, bonjour. J'avais fait quelques tests avec Originel, qui a également un vortex en sortie, qui a un réservoir. Avec le réservoir et la pression du réservoir, le vortex fonctionnait correctement. Oui. On avait effectivement une dynamisation perceptible. Oui. Dès qu'on était en débit direct, il n'y avait quasiment plus rien, parce que le vortex doit avoir une pression suffisante pour qu'il se déroule correctement. Oui. Celui-là, je pourrais vous montrer des vidéos. Laurence l'a vu, e-vortex. Alors, vous voyez l'eau qui tourne en spirale, hein, mais parce qu'ils sont faits pour travailler à 1 litre minute. De 0,8 à 1 litre minute. C'est les tout petits vortex. Alors, il faut faire attention aussi, parce que là, j'ai bûché ça. Hein. Il y a des vortex, vous avez de tout. Et dans leur marque à eux, c'est le seul. Tous les autres, il faut 3 litres minute. Donc, 3 litres minute, avec un réservoir, ça marche, mais pas avec un débit direct. Vous voyez, ce petit vortex-là fonctionne à 1 litre minute. Mais vous avez raison, la dynamisation n'est pas exceptionnelle. Parce que je reviens sur ce que disait M. Salin.
on ne peut pas installer d'osmose inverse sur une arrivée d'eau principale. Donc là, on se retrouve effectivement avec des dispositifs beaucoup plus puissants, du charbon actif en premier lieu. Alors, on n'aura pas les paramètres physico-chimiques de la BEV, mais on a en sortie, notamment via un biodynamiseur qui a 21 principes de dynamisation, on a une énergie bien supérieure à ce qu'on n'aura jamais avec de l'osmose. Moi, j'ai les deux systèmes, hein. J'ai l'osmose inverse à l'appartement et j'ai un système intégral au chalet. L'eau est beaucoup plus naturelle au chalet. L'osmose inverse, on a toujours un côté un peu artificiel, alors qu'on va améliorer sensiblement via la dynamisation. Pour faire de l'eau thérapeutique ou pour effectivement supprimer les minéraux, il n'y a pas le choix, c'est forcément l'osmose. Mais en termes de dynamisation, on a de bien meilleurs résultats dès qu'on a de la pression et dès qu'on a des dispositifs un peu plus volumineux, avec différents types de vortex, du magnétisme, des fréquences minérales, etc. Ce que vous avez apparemment aussi dans votre système, puisque vous parliez tout à l'heure de cristaux. Et le système de l'eau, des appareils, il y en a autant que de fabricants, je n'allais pas dire que d'utilisateurs, mais il y en a beaucoup. Moi, je me suis spécialisé dans un appareil à usage domestique. Je suis appelé pour réfléchir sur des usages industriels aussi, surtout en agricole, parce qu'on a le même problème. Le problème des humains, c'est le même en agricole aussi. Une eau trop oxydée, pour moi, vous pouvez la vortexer tant que vous voulez, il y aura des paramètres qui seront quand même dans le rouge. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. La résistivité, c'est pareil. Le vortexage d'une eau, évidemment, ça monte la résistivité, mais jusqu'à un certain niveau. Vous pouvez prendre de l'eau du robinet qui a 1000, on va dire à 1 kOhm de résistance, vous pouvez la dynamiser tant que vous voulez avec un vortex, jamais vous allez monter à 20 kg ni à 30 kOhm, vous voyez. Donc elle sera quand même conductrice d'électricité. Vous voyez, j'ai essayé de trouver un système à usage, moi, thérapeutique, puisque ce qui me fait de la peine, c'est que les gens boivent une eau qui les rend malades, en fait. Après, suivant votre état de santé, vous pouvez boire n'importe quelle eau, on va dire, avec n'importe quel appareil, quoi. Moi, j'ai essayé, si vous voulez, d'avoir une eau la plus résistive, la moins oxydée possible, et la mieux dynamisée possible, et la moins informée possible. C'est surtout ça. Oui, on est d'accord. Si on suit les paramètres de la BEV, c'est l'osmose inverse. Il n'y a pas tellement d'alternative. La question est de savoir si finalement l'énergie subtile, qui est du coup plus mesurée par les paramètres physico-chimiques, parce que les électrodes ne notent pas de résultats, mais plutôt par des tests biologiques, ne démontrent pas qu'on a une énergie bien supérieure, justement avec des solutions qui ne sont pas l'osmose inverse, qui quelque part dénaturent au début totalement l'eau. Alors on perd l'information, mais on perd tout. Et on a besoin. Alors, on ne perd pas tout, ce n'est pas de l'eau distillée, mais c'était un test que j'ai fait pendant 2 ans dans une arcade à Genève, et ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que 9 personnes sur 10 notaient immédiatement une différence significative entre l'eau du robinet et une eau dynamisée. Je ne parle même pas filtrée, dynamisée. Par contre, il y en a 8 sur 10 qui préféraient l'eau d'un système intégral, donc moins bon en termes de paramètres physico-chimiques de BEV, à une eau osmosée dynamisée. C'est-à-dire qu'à nouveau, l'eau, si on boit de la Montroucou, on va retrouver peut-être un peu cette sensation avec l'eau osmosée, mais si on est un peu habitué aux minéraux ou à des eaux de source dans la nature, là, on se retrouve beaucoup plus correctement hydraté, on se sent beaucoup mieux, on a envie de prendre un deuxième verre immédiatement, avec le système intégral qui ne va pas enlever les minéraux, mais qui aura une meilleure énergie derrière. Donc, c'est pas, on a un combat un petit peu entre ceux qui vendent de l'osmose et ceux qui ne vendent pas d'osmose. Ce combat, il n'a pas lieu d'être. Quelle configuration vous avez? Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Moi, je ne peux pas tout vous dire. Cette conférence, elle était sur la BEV avec des paramètres physico-chimiques, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, je suis d'accord avec vous. Moi, l'eau est réinformée. Il y a la notion d'information, mais pour réinformer de l'eau, il faut qu'elle soit protégée de son environnement. Donc, pour moi, l'osmose inverse, c'est la première marche, c'est à minima, c'est ça. Mais après, il y a toute la dimension quantique ou même plus subtile, qui est les ondes électromagnétiques et l'information qu'on va donner à l'eau quand elle est purifiée et que les paramètres physico-chimiques sont super bons.
Et là, je peux vous rejoindre dans la nature, c'est ce qui se fait. C'est à un moment donné, l'eau, que ce soit l'eau de pluie ou comme ça, elle est très bonne pour d'autres raisons qui sont beaucoup plus subtiles. Je connais ça parfaitement. C'est l'objet des brevets que j'ai déposés et qu'on a pu mesurer avec Laurence. C'est-à-dire que je ne parle pas en l'air. Nous, on a fait des mesures physico-chimiques. Ça veut dire qu'on a vérifié ce qui se passait quand on buvait une eau informée ou pas. Et on a vu des effets physico-chimiques. On les a vus, ces effets. Ah oui, bien sûr. Donc mais la base de la bioélectronique, c'est la base, le physico-chimique. Après, il y a toute la partie subtile et informationnelle. Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Peut-être je peux rajouter, c'est que dans l'eau, tout dépend de quelle eau de départ on prend pour la filtrer. Ben oui. Parce que dans l'eau du robinet, c'est ce que je disais précédemment, là vous parlez des minéraux, mais malheureusement, il n'y a pas que des minéraux, quoi. Ah non, mais dans ce cas-là, le charbon actif a enlevé quand même une bonne partie également. Pas les minéraux. Hein. Ah, pas les minéraux, non. Non. Non, mais ce qui est embêtant dans l'eau du robinet, c'est tout ce qui traîne dedans. Voilà. Au point de vue informationnel, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Moi, je suis presque d'avis que la dynamisation est plus importante que la filtration. Il faut idéalement les deux, mais tant qu'à choisir, en ce qui me concerne, c'est plutôt l'énergie de l'eau que sa pureté théorique. L'un va passer à l'autre. L'un va passer à l'autre. Voilà. C'est ce que je dis. Idéalement, on fait les deux. Mais si je devais choisir entre les deux, typiquement au chalet, j'ai qu'un dynamiseur. Oui, mais votre chalet, il est en montagne. Quelle est la qualité de l'eau? J'ai pas d'eau chlorée au départ. Et voilà, mais là, on est d'accord. C'est ce que vous dites. Là, d'accord, je suis d'accord avec vous. Vous me dites entre une Mercedes et puis, je sais pas moi, une Renault Kangoo. Ben oui, mais c'est pas la même chose. C'est sûr, vous allez aller à Paris avec toutes les deux. On est d'accord. Qu'est-ce qui rentre comme eau? Si vous rentrez une eau, comme j'ai vu à Paris, à 400-500 mg par litre dans votre chalet, vous n'auriez peut-être pas le discours que vous avez là, parce que vous pouvez la dynamiser tant que vous voulez, l'eau. Pour moi, les toxiques et l'information sont neutralisées par la dynamisation, certaines, c'est sûr, mais pas toutes. Oui. Vous voyez, la dynamisation, le but de la dynamisation, c'est redonner de l'ordre à la structure. S'il y a une entropie qui est énorme, c'est essayer de redonner du sens et de l'organisation, même dans ces toxiques, pour que le corps ait moins de travail à faire. Mais il doit quand même trier ces informations. Le but de notre corps, c'est de trier de l'information. Donc, moins vous avez d'informations à l'entrée à trier, et c'est bon pour l'alimentation, pour l'environnement électromagnétique, pour l'eau, pour tout ce que je vous dis, c'est une base. Et donc, moins vous avez ce phénomène anthropique dans votre corps. Parce que l'information et l'entropie, c'est la même chose. C'est l'information qui définit l'entropie dans un système. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est… Non, on en a pour 2 heures. Vous êtes passionné, c'est formidable. Merci, monsieur. Je vous remercie. Après, si une autre personne veut me poser des questions. Jean-Philippe, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit par monsieur. Oui. Moi, étant équipé effectivement avec ton appareil, je trouve, et tu as bien insisté sur le fait que la plupart des appareils, effectivement, quand on se servait au verre, effectivement, c'était plus mauvais qu'autre chose finalement. Le gros avantage, effectivement, c'est de boire au verre avec un vortex. Et c'est vrai que, comme dit monsieur, voilà, l'eau dynamisée, moi, je vois vraiment la différence. Quand je prends l'eau au robinet avec le verre, voilà, l'eau n'est pas la même que quand je remplis la cruche et que je prends l'eau que j'ai dans la cruche. 2 heures après, effectivement, voilà, on voit vraiment la différence de cet aspect dynamisation. Donc, je pense qu'il me paraît important, effectivement, ne serait-ce que pour le goût et le plaisir de boire, d'avoir un appareil qui te permette quand même de continuer à te servir au verre, quoi. Oui. C'est vrai que… Oui. Moi, ce que je propose avec ce système où j'ai supprimé ce phénomène où la membrane va décharger du concentrat, vous pouvez vous servir au verre. C'est-à-dire que la membrane jamais va donner de l'eau sale dans le réservoir, jamais, parce qu'elle a interdiction de faire ça. Et en plus, le réservoir, moi, j'oblige à que j'ai 40% qui se vide avant d'être rempli, pour éviter d'avoir une eau qui stagne trop longtemps, si vous voulez, dedans. Et j'ai limité le réservoir à 5 litres. 5 litres d'eau disponible, quoi, de 4 à 5 litres d'eau disponible. Voilà, pour éviter d'avoir trop d'eau stockée, parce que ça aussi, plus l'eau est stockée, plus elle se charge et moins bon c'est. Voilà. D'autres questions? Où est-ce qu'on peut trouver le petit appareil TDS là, pour mesurer? Vous trouvez ça un peu partout sur Internet. Nous, on en propose aussi sur le site Elovie. Vous allez en trouver, mais vous en trouvez un peu partout, quoi.
comme des petits stylos. Là, vous trempez ça dans l'eau et ça va vous donner de suite le taux en ppm ou en milligrammes par litre de ce que contient l'eau. Et plus ce chiffre est élevé, plus l'eau est conductrice du courant électrique. Donc plus elle est chargée, on va dire, plus oui, elle est chargée, quoi. Et ça mesure les solides dissous dans l'eau. Et dans les solides dissous, c'est tout. C'est les métaux lourds, c'est de la chimie, enfin, des minéraux aussi, il peut y avoir. Ça vous donne le taux de minéralité. Enfin, ça correspond, vous savez, ce que vous avez dans les bouteilles d'eau, les résidus secs. Voilà. Donc, moins vous avez de résidus secs, meilleure est la résistivité et donc meilleure est l'eau pour nous, quoi. D'accord, merci. Voilà. Ben, je crois que ça fait une heure, un peu plus d'une heure, la conférence. Laurence, tu voudrais rajouter quelque chose, peut-être, enlever quelque chose? Moi, j'ai juste une petite question. Ah, bonjour. 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 Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, hein. Je me demandais juste, votre système, il est commercialisé? Oui, oui. Il y a le modèle instantané et le modèle à réserve d'eau. Mais ça, je vais faire, on m'a proposé de faire très prochainement une vidéo dessus, quoi, sur ces appareils. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site Elovi si vous êtes intéressé. J'en parlerai plus en détail, quoi, de ces appareils. D'accord, très bien. Merci. Et alors, justement, par rapport aux consommables, quels sont les consommables dans ces dispositifs? Alors, là aussi, j'ai réfléchi à une solution où juste le contenu doit être changé. Donc, c'est du charbon de noix de coco en vrac qui est utilisé dans des containers. Donc, vous changez que le contenant, donc ça coûte très peu cher. Il y a une préfiltration qui a 1 micron et 5 microns. Là aussi, c'est des filtres standards, en 10 pouces ou en 5 pouces, qui sont très peu chers, 4 ou 5 euros pièce, je crois. C'est tout ce qui a changé, en fait. Voilà. Le charbon de noix de coco en vrac, une fois par an ou tous les 2 ans. Après, j'ai intégré un mano pour que les gens puissent eux-mêmes vérifier comment dirais-je, la capacité du préfiltre, voir s'il est bouché ou pas. Donc, c'est eux qui vont se le changer tout seuls. Et j'ai mis des choses pour que les gens soient complètement autonomes, quoi. L'idée de cet appareil, c'est de rendre l'autonomie aux gens, quoi. Voilà. Et vous pouvez acheter du charbon de noix de coco en vrac sur Internet ou chez nous. Enfin, voilà, ce qui a été utilisé, c'est pas spécifique à notre marque, quoi. Voilà. Et là aussi, pour essayer de rendre les choses le moins cher à l'entretien possible, quoi. Voilà. Merci. Et j'avais une autre question, parce qu'effectivement, le TDS est un équipement très utile, hein, donc j'en ai à la maison et j'ai pu voir quand ça commence à dériver, à quelle vitesse ça dérive, hein. Juste, je me pose une question. C'est idiot d'imaginer qu'il puisse y avoir une mesure par TDS en continu sur un système de ce type? Et vous le voyez, il est là, je vous le montre. C'est celui que moi, mon système instantané est équipé d'origine avec ce système-là. C'est-à-dire qu'en sortie, vous voyez exactement ce qui sort, ce qui rentre et ce qui sort, en fait. Voilà. Donc, vous avez en permanence l'eau de ville sur un canal et sur l'autre canal, c'est la sortie. C'est comme ça que je me suis aperçu, si vous voulez, je vais revenir un petit peu vite sur, si je retrouve, et si j'y arrive aussi, hein. Je vais essayer de… Voilà. C'est comme ça que je me suis aperçu de ce phénomène. Parce que moi, je vous dis, je suis électricien à la base, et j'ai bien compris les effets de l'électromagnétisme grâce au docteur Masqui et Jean-Claude Albaret avec qui je travaillais. Mais ce phénomène-là de l'osmose inverse, je l'ai découvert, moi, en inventant mon premier système à débit direct, parce que tout le monde me disait ne fais pas de réserve d'eau, ne fais pas de réserve d'eau, fais que du débit direct. Parce que le débit direct, on peut contrôler ce qui sort en permanence. Voilà. Et donc, moi, j'ai inventé un débit direct blindé aux ondes avec toute cette dimension en plus. Et c'est comme ça que je m'en suis aperçu. Voilà. Par contre, Jean-Philippe, tu devrais préciser comment tu as réglé le problème avec le réservoir, justement. Avec le réservoir, c'est le système d'électrovanne et c'est un système d'électrotechnique où, si vous voulez, toute cette partie-là que vous voyez de là à là, eh bien, l'eau est rejetée. Elle a interdiction d'aller dans le réservoir. Et quand elle est optimisée, alors ça dépend on peut affiner ça chez les gens, ça va de 2 minutes à 3 minutes jusqu'à 5 minutes. Et bien, pendant 5 minutes, l'eau elle est rejetée. Puis au bout de 5 minutes, il y a une électrovanne qui va me mettre l'eau directement dans le réservoir. Voilà. Et ça fait l'objet de mon dernier brevet. Quand je me suis aperçu du problème, j'ai trouvé une solution pour y répondre parce qu'aujourd'hui, voilà, personne n'en parle de ce phénomène, personne n'y a répondu et je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Voilà. Et Jean-Philippe, quelle est la différence entre le premier et le deuxième système?
Eh bien, le premier système, c'est un débit direct. C'est vrai qu'il n'y a aucune réserve d'eau. C'est vous prenez l'eau en instantané au robinet et ça vous le sort avec un débit de 1 litre minute purifié. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 1500 litres par jour d'eau purifiée. Vous avez un filtre et un préfiltre. Dans le préfiltre, il y a une pompe, il y a des cartouches. Et là, vous avez toute la partie membrane osmotique. Et l'autre, par contre, c'est juste la membrane avec des cartouches et un réservoir. Et alors, la différence, c'est que pour avoir 5 litres d'eau ici, il vous faut 1 heure. J'ai limité à 1 heure. Si vous voulez, en 1 heure, vous avez 5 litres d'eau. Que celui-là, c'est de l'eau. Si vous laissez couler le robinet, vous avez 1500 litres par jour. Voilà. Donc, celui-là, c'est 400 litres par jour. Celui-là, c'est 1500 litres par jour. Et 400 litres par jour, je vous dis, pour une famille, ça suffit. Voilà. Maintenant que j'ai répondu à ce système-là, avec le système que j'ai inventé qui s'appelle le système CEPI, pour moi, la réserve d'eau n'est plus un problème. Parce que je ne vous cache pas qu'avec ce système-là, mes parents ont ça, j'ai ça chez moi, enfin, beaucoup de gens autour de moi ont ça, on remplit des bouteilles derrière. Donc, on ne va pas allumer l'appareil ouvert. Parce qu'il faut, quand vous allumez cet appareil en instantané, il faut attendre 1 minute ou 2 minutes. Donc, il faut laisser couler l'eau au robinet pendant 1 minute ou 2 minutes, récupérer cette eau. Et quand vous voyez l'afficheur qui vous met, vous avez l'eau à 20 ppm, 15 ppm, ben vous allez remplir la bouteille. Voilà. Et après, vous buvez l'eau de la bouteille. Donc aujourd'hui, avec ce système-là, ben vous avez de l'eau à l'intérieur du réservoir qui est pareil à 15 ou 20 ppm en permanence. Bon. Ça masque le problème, si vous voulez ça. Il est réglé en aval. Voilà. Ok. Je ne sais pas si, Marie-Rose, j'ai répondu à votre question, je ne sais pas. Non, merci. Si, oui, tout à fait. Ah bon. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon. Je ne sais pas. Je pense que Sylvain, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je vois s'il est toujours là, Sylvain. Oui, je suis avec toi. Non, simplement par rapport à la question du monsieur tout à l'heure, Saloun. Moi, effectivement, j'avais fait le choix de prendre celui qui a un réservoir, dans la mesure où avec celui-là, pour moi, c'était plus facile de récupérer l'eau, puisque moi, je suis comme monsieur, je voulais gaspiller 0 litre, et voilà, il y a 0 litre qui sont partis dans les égouts en ce qui me concerne. Et donc, effectivement, l'avantage de ton système, c'est qu'il y a un petit tuyau qui sort. J'ai mis un réservoir en dessous, et donc, du coup, il suffit d'avoir un réservoir sous la réserve pour récupérer toute l'eau comme on le souhaite. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser le produit, puisqu'avec le système instantané, effectivement, il faut toujours avoir une bassine ou quelque chose à côté, en dessous, si on veut récupérer son eau. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci Sylvain. Laurence, tu voulais rajouter quelque chose ou conclure, ou j'ai oublié quelque chose que tu voulais que je parle ou pas, je ne sais pas. Non. Non. Est-ce que ça t'a convenu, ce que j'ai fait ou pas, ou dit ou... Oui, non, mais c'était pour montrer les différents systèmes de filtration, parce que c'est vrai que moi, on me pose très, très, très souvent la question. Oui. Quelle eau boire? Voilà, c'est toujours quelle eau boire et après quel système, etc. Donc, on est bien d'accord je suis tout à fait d'accord que les eaux naturelles pures sont les meilleures. Ben oui. Voilà, on ne remplacera jamais ça. Moi aussi. Mais quand nous sommes en plaine et dans des plaines très, très basses, très… Voilà, on ne peut pas avoir de cascade en Vendée. Donc, voilà. Donc, moi, oui, c'est vrai que… Nous, ici, il y a une forte activité agricole. Effectivement, j'ai fait des mesures il n'y a pas très, très longtemps, justement… Entre le 65 et le Gers, là, où j'étais là il y a quelques semaines, j'avais jamais vu ça. Sincèrement, j'avais jamais vu ça. L'eau du robinet était à 40 en RH2. J'avais jamais vu. Déjà, nous, quand le chlore sort, on sait bien que, mais après, le RH2 baisse quand même. Hein, on peut être à 30, 31. Là, on était à 40, quoi. Et en fait, j'ai su après qu'il y avait des résidus… dans les sols, beaucoup de résidus de pesticides. Oui. Voilà. Donc, il y a des régions où, malheureusement, l'eau se charge de mauvaises choses, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la résistivité électrique, parce que c'est mon cœur de truc, mais l'oxydation aussi, aujourd'hui, pour moi, l'osmoseur, c'est un des appareils qui est le plus à même de réduire l'oxydation de l'eau.
C'est vrai que moi, en tout cas, je travaille beaucoup plus sur la résistivité, parce que c'est vraiment le paramètre le plus important au niveau de la santé. C'est vraiment la résistivité la plus importante. Après, en général, à partir du moment où on nettoie l'eau, l'oxydoréduction et le pH vont baisser en nettoyant les résidus qu'il y a dans l'eau, puisque ce sont les résidus qui vont faire monter ces deux paramètres. Voilà. Donc, en travaillant sur la résistivité, par voie de conséquence, on va travailler sur les autres paramètres. Voilà, bon, bah, c'était une petite conférence. Merci beaucoup, Laurence. Écoute, j'espère que ça a répondu à des interrogations des uns et des autres. Et puis, ben voilà, vous avez les informations, vous n'avez plus qu'à faire vos choix en fonction de vos convictions. Voilà. Est-ce qu'on aura les écrans qu'on a eus, là, tout ce qui était écrit, est-ce qu'il y a une possibilité de les avoir après? Oui, mais je pense que la vidéo est enregistrée, non, Laurence? Oui, la vidéo est enregistrée, donc de toute façon, le diaporama va être en ligne, pareil. Le diaporama va apparaître lors de la vidéo. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'échange. Belle soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne soirée. Merci Jean-Philippe. Bonne soirée et bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.